Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Le crack est fini les amis, la bourse va flamber. Achetez tout, achetez tout, achetez tout. Les banques en plus, elles se gavent. Bon, bien évidemment, c'est un peu d'humour. Mais hier, suite à la vidéo sur la stagflation, etc., j'ai reçu quelques commentaires super sympas. La vidéo, elle a eu quand même pas mal de succès et beaucoup de gens étaient très contents de cette vidéo. Et j'ai eu des commentaires du genre, Tammy, tu dis que la bourse tremble, mais la bourse explose à la hausse. Je ne comprends pas. Et je peux te comprendre également. En fait, il faut vraiment distinguer deux choses. Le court terme, le long terme. Bon, à court terme, tu peux avoir un truc qui est complètement en décalage avec la réalité économique. Et à long terme, tu vas avoir parfois, un retour aux fondamentaux. Pas toujours, mais parfois. Et je vais l'expliquer en fin de vidéo si tu es super patient. Parce que je pense que ça va être intéressant. Alors, hier, on a une forte hausse de la bourse. C'est la meilleure performance en plus de 7 mois pour le S&P 500. Maintenant, il faut pas oublier, on vient de sortir, ou du moins, on est toujours dans une période de forte turbulence sur les marchés financiers qui sont toujours inquiets. On a une inflation qui grimpe, qui rappelle les années 1970, vidéo d'hier. On a les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que la Chine et même au niveau mondial, on a des blocages dans tout ce qui est livraison, production, etc. La crise énergétique avec les prix du pétrole qui flambent, les prix du gaz, les prix de l'électricité, les prix du charbon et la crise immobilière en Chine qui est une bombe à retardement. C'est juste, rappelez-vous la vidéo que j'avais publiée l'année dernière, hein, je l'ai mise sur mon Telegram, sur l'immobilier chinois. À l'époque, beaucoup de gens se foutaient de ma gueule et me disaient, voilà, tu comprends rien, t'es complètement largué. Il y avait même une personne qui est d'origine chinoise, hein, et qui habite en Chine et qui m'a dit, Tammy, tu comprends rien. Moi, j'habite en Chine et ce que tu dis, c'est débile parce que le marché il est super solide, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que le marché chinois, c'est un énorme château de cartes. C'est 50 000 milliards de dollars. Oui, 50 000 milliards de dollars. C'est 5 000 milliards de dollars d'engagement, de dettes et compagnie. Ça veut dire beaucoup plus que l'économie française, 2 fois l'économie française, plus que l'économie japonaise. Et que aujourd'hui, Evergrande, ce n'est que le début, qu'il y a d'autres promoteurs immobiliers qui risquent de faire faillite et que ça risque effectivement d'avoir un effet domino. Parce que si les promoteurs immobiliers font faillite, les banques auront également de grosses difficultés parce que les banques prêtent aux promoteurs immobiliers. Et qui dit les banques dit la bourse. Et qui dit la bourse chinoise, qui a déjà baissé, et on l'a vu avec les valeurs technologiques et compagnie, dit également les bourses internationales. D'accord? Parce que tout est lié. Donc, on croise les doigts. J'espère que ça ne va pas arriver. Hein, il y a des gens qui me disent, Tammy, tu cherches à nous faire peur. Non, j'essaie de relater les faits. D'accord? Maintenant, à un certain moment, c'est mon avis. Vous pouvez ne pas le partager. C'est une opinion. À vous ensuite de prendre ce qui vous plaît dans mon opinion. Ce qui ne vous plaît pas, vous le mettez de côté. Et après, à partir de là, vous tirez vos propres conclusions. D'accord? C'est le but. Donc, la hausse d'hier était assez importante, mais est-ce que cette hausse, elle est durable? Comment la justifier? Qu'est-ce que l'histoire nous dit sur la question, hein? Et vous allez voir à la fin, ça va être super intéressant. Je vais vous parler du Nasdaq. Donc, quelles sont les raisons de la hausse récente? Tout d'abord, les résultats très positifs des banques. Hein. Et encore une fois, ça ne m'étonnait pas du tout. Pourquoi? Parce que l'année dernière, les banques ont raflé la mise. Elles ont restructuré. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Elles ont licencié, voilà, les personnes qui n'étaient pas assez rentables pour elles. Elles ont renforcé leur activité de trading, de conseil, de marché financier, de gestion de portefeuille, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui passent par des Goldman Sachs et Morgan Stanley, c'est une énorme connerie. Beaucoup de riches se disent ouais, je vais gérer mon argent chez Goldman Sachs et en fait ils se font mais ratatiner, ce qui est quand même débile. Mais voilà, encore une fois, c'est le pouvoir de la finance, c'est de te vendre un truc inutile très très cher. Mais vous allez me dire, c'est également la mode, c'est également, oui, je suis d'accord. Mais encore une fois, on peut prendre les bonnes décisions et moi, c'est un petit peu ce que je fais à travers la TKL, c'est démocratiser la liberté financière et le monde de l'investissement. Donc, on a les résultats des entreprises qui sont meilleurs que prévu. On a de bonnes données économiques, taux de chômage qui diminue aux États-Unis, je précise.
Parce qu'il y a un mec hier, il m'a dit, ouais, Tami, tu vis dans un autre monde, taux de chômage il est élevé, blablabli, blablabla. Bon, je précise, quoi. À un certain moment, les gars, voilà. Mais encore une fois, je dis pour, voilà. Et on a finalement le TINA. C'est ça le truc, c'est que je vais vous dire un truc et je vais partager mon écran. Ici, en fait, beaucoup de gens disent, voilà, il y a l'inflation, d'accord, c'est négatif. On a la chaîne d'approvisionnement, on a la crise immobilière, on a, voilà, il y a plein de problèmes, d'accord. La liste elle est longue, hein, des problèmes, des risques. La liste des risques, elle est très très longue. Dans le côté positif, d'accord, je vais mettre un seul argument. Il y a plein de dollars, d'accord? Il y a plein d'argent. Et cet argent, où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on va le placer? Eh bien, la bourse, l'immobilier, etc. Et c'est ça le truc. C'est que les risques sont là, mais il y a plein d'argent. Et en fait, et c'est ce que j'avais fait, ce que j'avais dit à mes étudiants il y a quelques jours. Je leur ai dit, OK, le problème, il est là, c'est que la bourse, elle peut continuer de monter, même si les risques sont là, même si le danger est là, même si on est en situation de bulle, même s'il y a une irrationalité, parce que derrière, il y a plein de dollars. C'est ça ce qui est voilà, unique, je pense, dans l'histoire. On n'a jamais eu ça auparavant, et c'est ça, effectivement, qui fait vraiment peur. Donc, les raisons de la hausse récente, donc je le disais, voilà, les résultats, etc., etc. Ici, je vais revenir rapidement hein, sur les profits. Donc Morgan Stanley, qui est une banque d'affaires très très connue, hein, c'est comme Goldman Sachs. Et en fait, ils disent voilà comment ils ont gagné de l'argent, deal making, donc tout ce qui est fusion, acquisition, conseil, etc. Mais également le trading. C'est pas le trading pour eux, c'est les commissions. Les commissions. Regardez le loup de Wall Street, la commission. Donc ici. Morgan Stanley, ils ont gagné énormément d'argent grâce à ce que l'on appelle la merger mania, c'est-à-dire effectivement les fusions-acquisitions. C'est des boîtes qui vont se marier, qui vont fusionner pour devenir encore plus grosses. Et pour avoir une plus grosse part de gâteau, une fusion-acquisition, généralement, c'est une boîte qui en rachète une autre. Et il y a des synergies, il y a peut-être de la recherche et développement, il y a peut-être un facteur géographique, c'est-à-dire qu'une boîte, elle est bien implantée dans une zone géographique, une autre boîte, et en fait, en fusionnant, elles deviennent encore plus fortes. Donc, Morgan Stanley a profité énormément de ça. Et donc, ils le disent ici, les banking fees, c'est-à-dire les commissions liées à toutes ces opérations, etc., ont représenté 2,85 milliards de dollars. Elles ont augmenté de 67%. C'est un record historique. Et également les revenus, donc les résultats ou le revenu tiré du conseil hein, dans les deals, etc., a triplé et a atteint un record de 1,27 milliard de dollars. Vous imaginez, c'est juste du conseil. Les gars, ils conseillent des grosses boîtes, etc. Ça représente 1,27 milliard de dollars. Et donc, effectivement, tout ce qui est IPO, hein, introduction en bourse, etc., également, ça a augmenté de 16% à 1 milliard de dollars. Donc, on voit comment les banques gagnent beaucoup d'argent. Activité de conseil, activité de trading, c'est-à-dire les transactions des particuliers, etc. Et bien évidemment, les introductions en bourse. Ils ont également gagné beaucoup d'argent grâce à la gestion de portefeuille. Et là, c'est là où moi j'interviens. Ces banques, elles vont facturer des commissions prohibitives pour te gérer tes fonds. Et souvent, ces banques, elles ont des performances moins intéressantes que les fonds classiques. C'est-à-dire, c'est ça ce qui est dingue, c'est que quand, par exemple, on étudie Goldman Sachs, on s'aperçoit que 80% des fonds de Goldman Sachs font moins bien que le S&P 500. Ça veut dire que si toi, tu suis la TKL, tu as beaucoup plus de chances de faire mieux que Goldman Sachs. Et pourtant, Goldman Sachs, c'est la banque la plus prestigieuse au monde. Alors pourquoi les gens vont vers Goldman Sachs pour investir leur argent? Pourquoi? Parce que justement, il y a cette notion de prestige. D'accord? Il y a cette notion de beaucoup de gens, je vais dire, sont incultes en matière financière. Ils n'ont aucune éducation financière.
Donc le banquier il va leur dire voilà, nous on est très fort, on s'appelle Goldman Sachs, on a le prestige, on a des locaux de folie, on a recruté les meilleures personnes de la planète, on a les polytechniciens, les gens de Harvard, etc. Venez chez nous les amis, venez chez nous. Et en fait, 80% des fonds de Goldman Sachs font moins bien que le S&P. C'est un article du New York Times, d'accord? C'est juste dingue. Et ça nous prouve encore une fois l'importance de se former et de gérer son argent soi-même. C'est-à-dire, pourquoi le confier à une banque? Et donc, ici, en fait, il y a vraiment un gros problème d'éducation financière. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont faire confiance à des boîtes comme Goldman Sachs, parce que derrière, il y a le prestige, il y a la réputation, etc. Mais en fait, elles vont perdre énormément d'argent. Donc, il y a ce que l'on appelle des frais de gestion. Ces frais de gestion peuvent représenter 1%, 2%, 3%, parfois 5%. Et quand vous étudiez ces gros fonds, d'accord, ces grosses gestions, imaginez 5% par an que tu gagnes ou que tu perdes. C'est juste énorme. C'est du racket légal. Légal, avec l'approbation des autorités, etc. Et c'est ça, ce qui est incroyable, c'est que ça existe. Et c'est le bouquin de Tony Robbins, Money Masters, il est vraiment génial. Et il y a un passage où il dit, en fait, c'est la seule industrie où c'est légal. Et c'est, comment dirais-je, l'ancien PDG de Vanguard, John Bogle, qui est décédé aujourd'hui, qui dit c'est la seule industrie où il est légal d'offrir un mauvais service à ses clients et de gagner plein d'argent, c'est la finance. Et c'est John Bogle qui a été effectivement à l'origine de la gestion indicielle, des ETF, etc. Bref, il fait partie effectivement, et également de la diminution des frais de gestion, parce que les frais de gestion vont complètement vous bouffer votre performance. Donc, en ayant recours à Goldman Sachs et compagnie, vous allez perdre énormément d'argent. Malheureusement, beaucoup trop de gens ne savent pas ce que je suis en train de vous dire, et beaucoup trop de gens vont voir ces grosses institutions qui vont leur dérouler le tapis rouge. Alors, je sais qu'en disant ça, ils vont pas être potes avec moi, on est d'accord, mais je m'en fiche. Mais ils vont vous dérouler le tapis rouge, ils vont faire la danse du ventre, etc. Mais derrière, il y a des frais de gestion et c'est là où ils vont se gaver. Et donc, on en revient à nos amis de Goldman Sachs et de Morgan Stanley. Vous voyez ici la Wealth Management Division, donc la gestion de fortune de Morgan Stanley avec E-Trade, a augmenté ses revenus de 28% à 6 milliards de dollars. Ils gagnent beaucoup plus d'argent avec ça qu'avec les fusions-acquisitions, etc. In the Investment Management Division, revenue increased 38%, 38% de hausse. Et encore une fois, gestion de portefeuille, les frais l'activité de trading, etc. Bref, ils ont 7,4 millions de trading, de clients retail chez Morgan Stanley, etc. Bref, donc on voit que les chiffres sont quand même assez importants. Alors, Bank of America également a annoncé des résultats énormes de 58%. Et idem, hein, on est sur cette logique de trading, ici. Alors, ils ont les equities trading. Donc ça leur a permis de gagner beaucoup d'argent, également les commissions par rapport au trading et à tout le reste. Donc également les fusions-acquisitions, la même chose. Toutes les banques, fusion-acquisition, gestion de portefeuille, d'accord, et trading. Toutes les banques ont gagné énormément d'argent grâce à ça. Regardez ici, the Wealth Management Business posted a profit of 1.2 billion dollars. Ils ont, grâce à cette activité, généré 1,2 milliard de dollars. Grâce à cette activité, c'est le meilleur trimestre depuis que la banque a été créée. Donc, on voit qu'il y a un énorme travail d'éducation financière à faire sur ça. Donc, je pense qu'ici, et puis Chris Zaccarelli qui dit
On ne pense pas que ces problèmes vont mettre fin au marché haussier. Je pense que c'est une période naturelle de consolidation et de volatilité, que c'est tout à fait normal. Les gens sont encore hyper optimistes. Il y a donc ces résultats qui sont positifs, mais ça s'explique par les banques qui ont profité finalement de la conjoncture. Mais vous avez également comment dirais-je, la psychologie dominante qui est haussière. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens sont acheteurs. Est-ce que c'est tenable sur la durée? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est dans une réaction à court terme. Pour beaucoup de gérants de portefeuille, il y a encore beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a quand même beaucoup de zones de flou, de zones d'ombre, etc. Mais l'optimisme des opérateurs est toujours là. Et donc, à partir de là, bien évidemment, l'idée, c'est pas de se dire qu'est-ce qui va se passer. Personne ne sera capable de vous le dire, ni moi, ni Warren Buffett, ni Ray Dalio, ni voilà, personne. Et donc, j'en reviens à quelque chose que je vous enseigne depuis longtemps. Le plus important, c'est ta stratégie. Parce que tu vas avoir un portefeuille qui va commencer à monter, qui va commencer à baisser. Et à un certain moment, tu vas paniquer. Et c'est au moment où tu paniques que tu vas faire n'importe quoi. Rappelez-vous, je l'avais déjà développé à plusieurs reprises. Souvent, en 2007, donc on a eu effectivement un fonds qui avait bien performé, d'accord? Et en 2007, il y a eu un record d'investissement sur ce fonds. Problème, c'est que ça a été le plus haut du fonds. Et puis, en 2009, on a eu un record de désinvestissement, c'est-à-dire que les gens qui ont investi par là, ils sont sortis par là. Donc, ils ont acheté au plus haut, ils sont sortis au plus bas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est la psychologie qui domine. Un autre fait marquant, Warren Buffett a une performance positive à long terme. Et ce qui est étonnant, c'est que la grande majorité des gens qui ont investi sur Warren Buffett, sur le fonds de Warren Buffett, ont perdu de l'argent. Un autre fait intéressant, Peter Lynch, c'est le meilleur gérant de portefeuille de l'histoire. Il avait pendant plusieurs années d'affilée, plus de 10 ans d'affilée, affiché des performances de 29% par an. Ce qui est énorme en matière de gestion de portefeuille. On s'est aperçu que la grande majorité des clients de ce fonds étaient perdants, alors que le fonds était gagnant. C'est incroyable mais vrai, mais ça prouve encore une fois la psychologie. Tu peux avoir la meilleure méthode au monde, si tu n'as pas la bonne psychologie, tu vas, comme beaucoup de particuliers, rentrer au plus haut, d'accord? Alors on va mettre, rentrer, on va mettre du vert ici, on va rentrer au plus haut et on va sortir au plus bas, d'accord? Et malheureusement, c'est ce qui arrive trop souvent. Et donc, vous voyez pourquoi j'insiste sur la stratégie. Parce que moi, je vais vous dire des choses. Et puis, juste après, tu vas entendre un autre truc. Et puis, tu vas voir un article. Et et à un certain moment, tu vas devenir fou. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est là où tu vas péter un câble et tu vas faire n'importe quoi. Alors que si tu as une stratégie, que Tammy dise quelque chose, que Warren Buffett, je me mets au même niveau que Warren Buffett. Bon, désolé Warren Buffett. Mais que moi je dise quelque chose, que Warren Buffett, que le pape il dise, tu vois, que Trump dise quelque chose, en fait tu t'en fiches. Tu as ta stratégie. Et ta stratégie, elle te permet de tenir le cap. Parce que, encore une fois, si à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, tu suis la tendance, tu vas être comme ces particuliers qui ont investi massivement par là et qui sont sortis massivement par là et ils ont perdu leur argent. Et donc, ça, c'est un principe de base en matière d'investissement. Beaucoup de gens, ils disent, ouais, tu dis ça pour nous encourager à rejoindre ta formation. Oui, ça, si ça peut t'aider à éviter de faire des bêtises, rejoins ma formation. Maintenant, que tu la rejoignes ou pas, ça va pas changer ma vie. Désolé, mais ça peut changer la tienne. Et ça, c'est clair. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que vous devez intégrer de plus en plus. Donc, ici, le prix du pétrole, il y a Damien Courvalin qui est un responsable de l'énergie chez Goldman Sachs, qui est le big boss de la stratégie. Il dit voilà, les prix du pétrole, ils vont continuer à rester haussiers et à rester élevés et ça ne va pas s'arranger. Ce n'est pas un choc temporaire, c'est un choc durable et effectivement, on est sur un marché qui a connu le plus long déficit depuis des décennies.
et la demande, elle va continuer de dépasser l'offre en hiver. Et donc, pour lui, il y a eu ce problème d'investissement. J'avais fait une grosse vidéo sur le pétrole. Je vous invite à la revoir. Et bien évidemment, pour lui, les prix vont continuer de rester élevés. Alors, ce que j'ai fait, parce que je pense que c'est hyper intéressant, c'est j'ai fait une analyse historique du Nasdaq. Et cette analyse, elle va vous permettre de comprendre est-ce que finalement, il faut rester acheteur ou pas. Je me souviens parce que à l'époque, j'étais responsable du trading, de l'analyse d'un cabinet d'analyse technique assez connu. Et à l'époque, je me souviens, les gourous, je me souviens de septembre, octobre 99, tous les gourous disaient c'est baissier, c'est baissier, c'est baissier. Moi, j'étais haussier. Pourquoi j'étais haussier? Encore une fois, moi, je pars du principe que le marché, il a toujours raison. Par exemple, aujourd'hui en bourse, je suis haussier. Hein. Je vais pas vous dire, pour le moment, les indicateurs sont haussiers. On n'a pas encore de retournement. On a eu une période d'incertitude. Mais voilà, regardez mes vidéos. Je vous dis, voilà, il y avait un risque à court terme, mais à long terme, ça reste quand même haussier. Maintenant, le seul truc pour moi, c'est que c'est monter, 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 monter sans corriger. C'est ça ce qui me déplaît dans la situation actuelle. À l'époque, pas mal d'analystes financiers, Morgan Stanley dont je viens de parler, Goldman Sachs, étaient baissiers. Et puis, ils ont vu la bourse monter et là, ils se sont dit, non, 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 on va passer acheteur. Et je me souviens, en janvier 2000, tous ces analystes qui étaient vendeurs sont passés acheteurs. Et en mars 2000, les chiffres sont effarants. Regardez ici, 99% des analystes financiers étaient acheteurs. 99%. C'est dingue et c'est véridique. Et donc, ce qui s'est passé après, moi je me souviens, je bossais dans une start-up. J'avais hésité entre travailler à la Société Générale à Londres et travailler dans une start-up à Paris, République Calais. Et je me suis dit, ouais, c'est l'avenir, les startups. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste après, on a eu le crack. Mais ce qui est marrant, c'est que juste avant, on a eu Chirac qui nous a rendu visite. On a eu plein d'hommes politiques. On a eu les médias parce que on était à la mode, d'accord? Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait un engouement sans précédent. Et c'est quand il y a un engouement sans précédent qu'il faut faire gaffe. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer de monter. Regardez ici. On a eu quand même, là, la bourse qui a monté. Il faut savoir qu'entre janvier et mars 2000, d'accord, le Nasdaq, il a progressé de 50%. Donc en 3 mois, on a eu une hausse de 50%. Ce qui est énorme pour un indice. Et puis, bam, tout s'est effondré. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est pas quelque chose qui va pas arriver. C'est-à-dire, ça va probablement arriver. Maintenant, encore une fois, c'est quand. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser pour vous le graphe du Nasdaq. Et donc, voilà, le Nasdaq qui perd 3% de sa valeur. Et je vais analyser pour vous le graphe du Nasdaq parce que je pense que c'est très intéressant sur un plan historique. Donc, le Nasdaq, sur une base mensuelle. Regardez, ici. Donc, on voit bien que là, on a le mois d'avril 99. Regardez ici, ça c'est octobre. Et je vais montrer la variation. Donc, entre octobre 99 et mars 99, on a une hausse de 100%. 100% de hausse de la bourse. D'accord? Et puis, juste après, vous voyez, on a le crack, puis on a un rebond, et puis ça s'effondre. Mais ce qui est dingue avec cette histoire, c'est que la bourse a perdu ici, le Nasdaq a perdu 83% de sa valeur. Mais ce n'est pas tout. Parce que au même moment, il faut savoir que on a 90% des valeurs technologiques qui ont disparu. 90, c'est-à-dire que si tu étais investisseur sur une action à l'époque, tu as perdu tout ton fric et tu ne l'as jamais récupéré. Et regardez ici ce qui s'est passé avec le Nasdaq. Donc, il a fallu attendre. Donc, ici, je vais... Regardez. Regardez ici. On a le sommet en mars 2000. Et puis là, un sommet en 2017. Donc, il a fallu attendre
17 ans, 17 ans avant de récupérer sa mise, pour ceux qui ont investi par là. Mais ce qui est grave dans cette histoire, c'est que même ceux qui ont investi par là, il aurait fallu qu'ils investissent sur l'indice. S'ils avaient investi sur une action et que cette action elle a disparu, ils ont perdu tout leur argent et ils ne l'ont jamais récupéré. Donc ils avaient peut-être raison sur les valeurs technologiques ici, sauf qu'ils ont perdu l'intégralité de leur capital. Et l'exemple le plus marquant, notamment pour les Français, c'est Vivendi. D'accord? Vivendi, c'est un exemple phare. Regardez Vivendi. Ça valait l'équivalent de 58 € à l'époque. Ça n'a jamais, comment dirais-je, progressé au niveau précédent. Ça veut dire que tous les gens qui ont acheté du Vivendi ici sont toujours perdants. Ils ont perdu quasiment l'intégralité de leur argent. Regardez, 77%, 21 ans après. 21 ans après, 77% de pertes. Et donc, vous voyez pourquoi moi, je déconseille, par exemple, aux gens qui me disent « Tami, il y a cette action qui est sympa. Tami, est-ce que tu vas investir sur du… » Tu sais pas si tu vas investir sur du Vivendi. Or, à l'époque, Vivendi, ça paraissait comme la meilleure action au monde. Hein. À l'époque, Vivendi avait progressé, regardez, entre octobre 95 et 2000, ça avait pris 600%. C'était la meilleure action au monde. Hein. Les gens adoraient Vivendi, disaient que c'était magnifique, etc. Et vous voyez pourquoi vous devez avoir une vraie diversification et une vraie gestion avec des indices. D'accord? Parce que si vous faites confiance à une action, vous risquez de vous ruiner, les amis. Vous risquez de vous ruiner. Donc, c'était le petit exemple que je voulais partager avec vous. Je pense que c'était un exemple extrêmement intéressant et extrêmement important. Et donc, là, encore une fois, on voit bien que il faut pas aller sur les marchés avec la foule. Il faut pas y aller avec l'euphorie. Il faut avoir une stratégie. Si ça se passe bien, génial. Si ça se passe mal, au moins tu limites la casse. Tu limites la casse. Et la seule manière de se protéger, c'est de se former sérieusement, je le dis, je le répète, et de ne jamais dépendre des experts, de Warren Buffett, de Ray Dalio, de Tami Cabache, de quiconque. Maintenant, si tu veux te former sérieusement, tami.net/LFA, c'est du lourd. Et franchement, voilà, je vous pousse à être indépendant, à être autonome, pas à me suivre, pas à suivre les gourous, mais à avoir votre propre grille de lecture, à être capable d'analyser les marchés par vous-même, à prendre vos propres décisions et à un certain moment de vous dire, OK, je sais dans quoi je mets mes billes. Il y a tellement de personnes qui perdent énormément d'argent parce qu'elles n'ont pas eu cette éducation financière. Et moi, mon job, à travers la TKL, c'est véritablement de démocratiser cette liberté financière et de vous apporter le meilleur cursus qui soit. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.